Bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est officiel depuis hier soir et effectif depuis ce matin, 1er février. Les nouveaux tarifs de certains produits pétroliers sont entrés en vigueur. Une hausse de 15%, soit 100 francs CFA, est observée sur certains hydrocarbures, en l'occurrence le super, qui coûte désormais 730 francs CFA le litre, et le gazole qui passe à 720 francs. Aucun changement en ce qui concerne le pétrole lampant, maintenu à 350 francs le litre, ainsi que le gaz domestique sans changement. Il reste à 6500 francs. Pour accompagner cette mesure, le salaire des agents publics de l'État est revalorisé à hauteur de 5,2%. Quant au SMIC, il devrait également subir un ajustement au terme des pourparlers qui se poursuivent en ce moment même entre le gouvernement et les acteurs sociaux impliqués. En attendant, on peut quand même s'interroger dans le cadre de cette édition du débrief de l'actu. Cette hausse était-elle inévitable? Était-ce la seule solution viable pour parer les effets de la crise russo-ukrainienne et maintenir l'économie camerounaise à flot? La hausse des salaires suffira-t-elle à résorber les effets annoncés de l'inflation sur le marché? Voilà autant de questions que nous allons aborder en compagnie de nos invités. Ils sont trois pour la circonstance que je m'en vais accueillir à l'instant. Il s'agit bien sûr de Jean Vidal Ndji. Il est le président national des chauffeurs ouvriers des transports urbains et interurbains du Cameroun. Il a été au cœur même des négociations et continue de l'être, des négociations pour la revalorisation du SMIC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les panélistes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le prix des produits pétroliers a subi une augmentation. Et c'est vrai déjà que depuis que dans le discours du président de la République, le 31 décembre 2022, il nous faisait savoir déjà que forcément cela sera praticable en 2023. Il serait inévitable de faire face à une... C'est vrai déjà que jusqu'en date du 31 janvier 2023, nous avons été conviés à un échange avec les membres du gouvernement au siège. Nous y reviendrons, Jean Vidal. Ne vous inquiétez pas, le temps pour nous d'accueillir à votre suite Chou Walters. Il est enseignant universitaire, économiste également, entre autres casquettes. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Je suis enseignant d'économie. Parce que l'économiste, c'est différent de l'enseignant d'économie. L'économiste, c'est celui qui est spécialisé en économie, c'est sa spécialisation. Enseignant d'économie, lui, il fait des recherches en économie et il transmet donc la connaissance. C'est noté, Chou Walters, dernier intervenant dans ce trio. Émile Messil va porter les éléments de langage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci de m'accueillir. Bonsoir Janice, bonsoir aux copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette émission. Je suis heureux d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons souhaité avoir un représentant du ministère du Commerce sur ce plateau, en l'occurrence la Brigade nationale de contrôle des prix et de répression des fraudes. Malheureusement, ça a été peine perdue. Ils ont indiqué n'avoir pas reçu mandat pour communiquer autour du communiqué, excusez la tautologie, signé du secrétaire général du premier ministère de la primature. Donc, on n'a pas pu avoir un représentant du ministère du Commerce pour évoquer cette question des prix. Et sans transition, on va peut-être poser la question à Jean Vidal Ndji, qui a été au cœur de cette réunion tenue hier entre les syndicalistes et les membres du gouvernement au sujet de cette hausse. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que ces prix ont été négociés entre membres du gouvernement et vous? Bon, ben, ce qui a relevé ici, c'est qu'au vu du constat fait, depuis aujourd'hui, je crois depuis que 2022, de plus en plus dans les stations-service, on ressent une certaine rareté de carburant, de pétrole rampant. Dans les 2023 depuis 2022. Parce que ces pénuries ne datent pas d'aujourd'hui.
il y a comme une sorte de spéculation organisée par les marketeurs qui laissaient croire qu'à un certain moment, les stations-service n'étaient plus approvisionnées. Et brusquement, on a ressenti presque, sur toute l'étendue du territoire national, des longs rangs d'attente de carburant. Ce carburant qui devenait de plus en plus rare et indisponible. À un certain moment, les acteurs du transport se posaient la question, est-ce que le gouvernement n'est pas caché derrière cette pénurie? Est-ce que le gouvernement n'est pas caché derrière cette spéculation? Pourquoi brusquement avoir la rareté du carburant dans les stations? Et cela créait de plus en plus un climat d'insécurité. Et ça impactait directement sur les produits de grande consommation. Donc, de temps en temps, dans certaines stations, on ressentait la disponibilité, mais dans d'autres, complètement, on n'en trouvait pas. Mais la question a été réglée lorsque le gouvernement a annoncé qu'il s'agissait bel et bien de la rareté du produit et que le gouvernement subventionnait à hauteur de milliards ces produits, ces hydrocarbures pour permettre à ce qu'ils soient disponibles à la pompe. Comment ça s'est passé hier? Racontez-nous le film de la réunion tenue hier. Justement, nous avons reçu une invitation, je crois, dans la nuit du 30, tard dans la nuit, qu'on invitait presque toutes les organisations syndicales et les associations de défense des droits de consommateurs, la SCDP, enfin presque toutes les entreprises assujetties au processus d'approvisionnement et de stockage du carburant au Cameroun. Nous nous sommes trouvés avec, je crois, 4 membres du gouvernement autour de la table, le ministre du Commerce, le ministre des Transports, le ministre de l'Eau et de l'Énergie et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Donc, brusquement, on se retrouve en conclave. Question qu'on devait, de commun accord, négocier le prix, s'accorder sur ce prix. Malheureusement, avant 15 heures, le ministre du Commerce nous informe qu'il y a une réelle augmentation sur le prix du super de 100 francs et sur le gasoil d'un montant de 145 francs. Le pétrole, l'empan et le gaz domestique restent sans changement. Ce qui était déjà intéressant, il y a ce qu'autour de la table, on a eu presque tous les présidents des différentes confédérations. Pour une toute première fois, ils étaient tous dans la salle. On a eu toutes les organisations syndicales, c'est-à-dire que ce soit du secteur du transport routier, que ce soit du secteur du transport interurbain des voyageurs, que ce soit du secteur de transport périurbain et rural, et que ce soit du secteur de transport urbain par taxi et par moto-taxi. Tous étaient dans la salle. Donc, unanimement, ils nous ont dit, vous allez accepter les mesures telles que c'est édité, mais on vous laisse le libre choix de nous proposer des mesures d'accompagnement qui doivent permettre un certain assouplissement pour que la répercussion sur le terrain ne se fasse pas ressentir par les acteurs de transport. Vous savez, l'un des secteurs les plus impliqués dans cette augmentation, c'est le secteur de transport urbain par taxi, où 60% des conducteurs de taxi le font pour des comptes propres. Ça veut dire que ce sont eux qui achètent le carburant à la pompe. Et de plus en plus, pour que cela n'impacte pas, quand ils travaillent, ils vivent au quotidien de ce qu'on appelle le revenu journalier. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du salaire. Parce que complètement dans ce secteur, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le SMIC. Le salaire est négocié de gré à gré entre le patron et le travailleur. Maintenant, les 40% d'autres, c'est des patrons qui utilisent la main-d'œuvre ouvrière dans ce secteur. Complètement, on donne la voiture en condition, c'est-à-dire que vous travaillez 5 jours, c'est-à-dire de lundi à vendredi, et le dimanche est réservé pour votre salaire. Donc la peur qu'on a encore jusqu'alors, c'est qu'il y a une conclave demain par les organisations syndicales des différents secteurs, c'est-à-dire des différents sous-secteurs, pour voir dans quelle mesure, quelles sont les mesures d'accompagnement tant attendues soit par le ministre du Transport, le ministre du Commerce, le ministre du Travail et le minier. Donc je pense que plus on va avancer dans le débat, on pourrait déjà vous fixer davantage sur ce que, de commun accord, les pistes qui ont été tracées par nous et les membres du gouvernement pour qu'on en arrive à une accalmie et à un apaisement. Mais il y a lieu de relever, jadis, que
Jusqu'à tard dans la nuit, il y avait ces spéculations qu'on ressentait déjà dans toutes les stations-service. Il y a des stations qu'avant 18h, ils ont arrêté de ravitailler les transporteurs. Jusqu'à ce matin encore, dans certaines stations de la ville de Yaoundé et ceux de Bafoussam et Douala, il y avait complètement rareté de carburant. Ce produit, malgré sa hausse, devient davantage encore rare. Or, l'une de nos exclamations hier, c'est qu'on a besoin dans les stations-service, non seulement du carburant, mais de la bonne qualité. Parce que de plus en plus, le frelatage et la contrebande a pris en otage les stations-service. Mais pour revenir à la réunion d'hier, vous dites qu'il vous a été demandé de réfléchir sur des mesures d'accompagnement et pourtant, sur le communiqué rendu public, les mesures d'accompagnement sont bel et bien citées, à savoir le maintien des prix du pétrole lampant, de celui du gaz domestique et bien sûr la revalorisation des salaires des agents de l'État. De quelles autres mesures d'accompagnement s'agit-il? Est-ce que vous n'êtes pas juste des faits valoir et que ce n'est pas juste des décisions effets d'annonce? Bon, ce qui a lieu de relever, je crois que je suis assez sincère et franc, ce qui a lieu de relever, même le SMIC aujourd'hui qui monte à 48 250 là. 41 000. Oui. Tant qu'il n'y aura pas de textes d'application des conventions collectives, l'arrêté d'extension d'application des conventions collectives, cela ne serait pas appliqué. Vous savez, l'une des bêtises dans le monde ouvrier aujourd'hui, c'est que les conventions collectives ne s'appliquent qu'aux entreprises signataires. Et tant que l'État aujourd'hui ne doit pas, à partir d'un arrêté, imposer que là, ça s'applique même aux entreprises non signataires, alors brusquement, on va se retrouver encore dans le même système. Dans le même schéma. C'est à ce titre que nous pensons que nous avons envisagé des propositions idoines que si jamais le ministère du Travail, le ministère de l'Eau, le ministère du Commerce et bien d'autres venaient appliquer cela, forcément, même s'il y a des répercussions, cela ne doit pas tellement impacter sur les artères de transport auxquelles nous représentons sur ce plateau. Showalters, on prend l'avis de l'expert que vous êtes, de l'universitaire. Forcément, vos recherches vous permettent de faire plus de lumière sur ce phénomène. Est-ce que c'était une solution inévitable, c'est-à-dire d'augmenter les prix à la pompe, le super de 15%, le gasoil de 20%? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Écoutez, depuis 1986, le Cameroun est plongé dans une crise terrible. En 1987, entre 1987 et 1988, nous sommes entrés maintenant au FMI. Et en 2006, nous avons atteint le point d'achèvement et nous avons eu dans nos caisses de l'État 1000 milliards. Maintenant, de 2006 à 2022, nous sommes déjà passés à pratiquement 25 000 milliards que l'État du Cameroun a dépensé sans avoir géré sa dette. Or, le FMI voudrait nous laisser tranquilles en 2006 quand on avait 1000 milliards dans les caisses. Nous sommes quittés de 1000 milliards à 25 000 milliards en 2022. Et nous avons encaissé 9 000 milliards en devises qui sont détruits par des champagnes, par des voyages en Europe, par des villas et des duplex de cette haute élite du Cameroun. Donc, il faut augmenter le carburant pour payer le service de la dette, qui va provoquer l'augmentation approfondie de l'inflation. Les prix d'autres biens vont aussi augmenter. Et ça va donc, nous allons replonger dans une nouvelle crise économique. Il y aura baisse du pouvoir d'achat. Pour votre réponse, de façon méthodique, ce qui paye notre service de la dette, c'est les recettes douanières et les recettes pétrolières. Si vous n'augmentez pas les carburants, et c'est ça qui vous donne l'argent, vous allez faire comment? Voilà pourquoi un conseil vient en tant qu'huissier de justice, il saisit donc votre budget, il demande que pour payer la dette, il faut augmenter le carburant parce que vous n'avez que le carburant et les recettes douanières pour payer le service de la dette. Voilà la raison fondamentale. Donc, l'État du Cameroun a même bien fait d'augmenter à 50%, de faire une subvention de 50%. La subvention, c'est quoi? C'est une aide financière réelle qui peut être un prêt, qui peut être ni un prêt ou bien avance de trésorerie que l'État accorde à ses citoyens. Donc, l'État dit, moi, je vous donne 50%, je retiens 50%. Donc, si l'État augmente à 50%, c'est que nous sommes à 900. Donc, il faut je prends d'abord acte du décret du président de la République. Mais en tant qu'analyste, je dis que ça va encore créer d'autres problèmes. Il faudra que le président de la République, ce qu'il nous a donné,
On dit souvent en anglais que half a break is better than none. Ce n'est moins que rien. Ce que le président de la République a fait, 50%, et il paye 50%, c'est apprécié. Mais il faut d'autres mesures palliatives. Mais actuellement, à part des mines, d'exploitation des mines, le pétrole et la douane, il n'y a plus rien qui peut payer sur le service de la dette. Il n'y a plus rien. Donc le ministre des Finances a dit à l'Assemblée nationale que les recettes pétrolières et les recettes douanières sont en baisse. C'est le ministre des Finances qui dit. Ça veut donc dire qu'il me donne beaucoup plus d'arguments que l'État du Cameroun doit augmenter le prix du carburant. Et c'était prévisible. Je l'avais dit, c'était prévisible. Voilà ce que je peux vous dire, tant qu'expert. Et puisque toutes ces ressources-là iront dans la dette, que deviendra l'investissement? Non, l'investissement doit être provoqué par l'augmentation des revenus. Parce qu'il n'y a pas de revenus, on ne peut pas investir. Mais quand maintenant les revenus sont pigés à travers l'augmentation des prix, parce que quoi, quand on parle du pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est déterminé par quoi? C'est le revenu que vous avez divisé par le prix. Donc l'argent que vous arrivez par exemple à la poissonnerie, l'argent que vous avez en poche, quand vous achetez du poisson, ça c'est l'argent que vous avez divisé par le prix du poisson qui vous donne le pouvoir d'achat. Pour avoir le revenu, il faut qu'on investisse. Quand on investisse, il y a ce qu'on appelle retour sur investissement, qui génère donc les revenus qui peuvent être divisés peut-être en 3 parties. Il y a les dividendes, il y a l'impôt, il y a le salaire. Donc c'est complexe, c'est très compliqué. L'investissement, ça vient du revenu. Après le revenu, il y a la consommation. Après l'investissement, il y a la production. Mais lorsque je place l'économie du Cameroun sur ces 3 agrégats macroéconomiques, je me rends compte que c'est au rouge. L'État fait quoi? Il dit, bon, je propose qu'on augmente le carburant. Parce qu'un conseil qui est issu du juge nous a dit, sinon le FMI va vous lâcher. Parce que quand nous quittons de 2006, le FMI était là pour conseil, encadrement et l'ajustement structurel qui a commencé en 1988. Nous sommes revenus à l'ajustement structurel. Et on doit augmenter le carburant. Les Camerounais se plaignent de quoi? D'autres disent qu'au Gabon, le super c'est 605 francs. Gasoil, 588 francs. Salaire minimum, 150 000 francs. Le SMIC, 80 000. Je voudrais dire peut-être à mes collègues universitaires qui sont économistes que non. En 1994, on a gelé le président de la fonction publique au Cameroun. Ça tourne autour de 300 000. Agents de l'État, que ce soit décisionnaires ou contractuels, ils marchent à la fonction publique, consomment le budget à 25%. Et donc, ça freine donc l'économie et on dépend donc des salaires en fin de mois. Voilà un peu le problème. Donc, c'est une problématique très grave. Et l'État doit seulement consulter les experts. N'importe qui, à la place du président public, aurait pris la même décision. Si j'étais à la place du président public, j'aurais augmenté le carburant en 1000 francs. Oui, pour payer la dette parce que c'est sur lui maintenant, ça pèse sur lui. Émile Messi, est-ce que le Camerounais lambda doit finalement se réjouir de ces mesures? On sait que le carburant augmente à la pompe, le prix du carburant est en train d'augmenter. On sait également qu'il y a une augmentation de l'ordre de 5% environ sur les salaires, ce qui représente environ 5 000 francs. Mais entre-temps, tout le mois, le Camerounais qui a sa petite voiture aura dépensé peut-être plus pour acheter le carburant. Est-ce que ça compense? Est-ce que le ratio entre ces dépenses-là et le salaire qui subit un réajustement, c'est proportionnel? Avant de répondre concrètement à cette question-là, permettez-moi quand même de revenir sur les circonstances même de la hausse des prix des produits à la pompe. Il faut quand même observer que la dernière augmentation date de, je crois, 2014. 2014, les dernières augmentations des produits pétroliers. Et si vos souvenirs sont exacts, il avait été également procédé à une augmentation de salaire de 5% en 2014. Donc, depuis lors, le Cameroun a toujours subi des pressions par nos bailleurs, notamment le FMI, pour dire que l'État doit cesser de subventionner le carburant. C'est un vieux débat. Et il y a la subvention du carburant, il y a la réduction du train de vie de l'État aussi. Non, puisque nous parlons du carburant, je ne voulais pas qu'on mélange tout. C'est-à-dire, nous avons donc subi cette pression jusqu'en 2022. Maintenant, avec la guerre en Ukraine,
ça a encore accentué avec la hausse du prix du baril. Où toute l'année dernière, il vous souvient que, comme le président le disait tout à l'heure, on a vu les mêmes phénomènes se produire. C'est-à-dire que les gens ont produit des raretés de carburant parce qu'on voulait mettre une pression sur l'État pour qu'il augmente. On a géré cela comme ça pendant toute une année. Et quand vous avez suivi le discours du président en fin d'année, il vous a rappelé qu'en 2022, l'État a dépensé 700 milliards pour subventionner le carburant et 75 milliards pour subventionner le gaz. Vous voyez? Et il vous avait déjà indiqué que l'État ne va pas indéfiniment subventionner ces produits-là, parce que tel que c'est parti, il y aura un moment donné où on devra se conformer à la donne internationale. Aujourd'hui donc, un mois seulement après, parce qu'il faut le dire, on a ces augmentations-là. Quand moi je vois, c'est de l'ordre de 20%. Parce que 100 francs, 145 francs, quand vous mettez tout cela, on a presque 20% d'augmentation des produits à la pompe. En fait, pour ce qui concerne le gasoil et le super. Bon. Maintenant, les mesures d'accompagnement. Vous voyez, il faut d'abord expliquer que le pouvoir d'achat dépend dans des pays comme le Cameroun en grande partie des salariés. Vous allez remarquer que c'est à la fin du mois qu'il y a l'activité, que toutes les voitures sont dehors, que les gens font le marché, que même les bailleurs même. Donc, les fonctionnaires ou alors les salariés ont un effet de redistribution. C'est-à-dire l'État collecte des impôts et des taxes, il distribue ça à partir des salaires. Vous verrez que dans les familles, il y a des salaires, on va compter sur le salarié pour faire le dossier d'un concours, pour faire ceci, pour faire là. Ça a un impact direct. Même celui qui vient vendre sa tomate au marché, vous voyez, dépend de ce circuit de redistribution qui est le salarié. Vous voyez, vous-même à la fin du mois, c'est quand vous avez le salaire que vous pouvez également activer ou alors animer l'économie. Maintenant, est-ce que les 5% qui ont été alloués comme mesure d'accompagnement, comme en 2014, suffisent dans un contexte où l'inflation, où les menaces à l'inflation sont réelles? Je dis que ça ne peut pas suffire. Parce que quand vous prenez simplement, vous avez indiqué tout à l'heure que pour ceux qui nous suivent, les 5%, 5,2%, c'est vrai, il a ajouté 0,2% cette fois-ci. Si vous avez un salaire de 100 000 francs, ce que vous devez toucher après les 5,2%, c'est 5 200 francs. Donc vous aurez un salaire de 105 200 francs. Est-ce que ça pourrait donc supporter toute la menace de l'inflation? Le président va nous dire tout à l'heure. Ce matin, nous on a eu de retour. Les taximens ont commencé à prendre 350 francs, par exemple. Et l'autre curiosité, il faut le dire ici, c'est que les salariés vont attendre un mois pour voir ces 5,2%, par exemple. Or, au 1er février, la mesure est déjà appliquée. Entrée en vigueur. Vous comprenez? Ça fait donc que nous ne pouvons que se retourner vers les syndicats de ce secteur, les transporteurs et le gouvernement pour qu'ils prennent véritablement leurs responsabilités. C'est vrai, on a vu des choses circuler dans les réseaux sociaux. Il y a eu un accord entre le FMI et le Cameroun, parce qu'il y a un communiqué, tout un communiqué là-dessus, ils se sont accordés. C'est vrai aussi que l'État fait beaucoup d'efforts pour ne pas lâcher prise, dans ce sens que si on faisait exactement ce que voulaient les bailleurs de fonds, le FMI, le prix réel du carburant aujourd'hui serait peut-être à 1300, 1400 francs. Pour dire que l'État a commencé à faire un effort, mais dans cet environnement-ci, il y a des choses qui défendent du Cameroun et des choses qui ne défendent pas du Cameroun. Mais si le pouvoir d'achat, tout au moins, est maîtrisé, l'inflation maîtrisée, je crois que dans ces conditions-là, on peut encore demander aux Camerounais de faire encore preuve de résilience, comme par le passé, et c'est ce qui caractérise le Camerounais. Vous savez, personne ne veut pas que ce pays tombe. Et comme vous l'avez aussi souligné là tout à l'heure, moi-même j'ai observé ce phénomène hier. Toutes les pompes étaient asséchées. Les voitures tombaient en panne sèche un peu partout. Mais à 17h, dès qu'on a proclamé l'augmentation des prix,
j'ai vu aller voir les queues dans les pompes à essence. Parfois, après, on a dit que non, c'était fini. Parce que le lendemain, ils étaient sûrs que ce qu'ils attendaient est déjà arrivé là. Donc, cet esprit de spéculation, cet esprit de voracité de nos responsables des pompes aussi est à dénoncer. Mais pour l'instant, on observe encore le marché et ceux qui vont peut-être en pâtir en nombre, c'est les chauffeurs, notamment les chauffeurs de taxi. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre comme effet? Est-ce que, c'est vrai que Émile Messi le mentionnait déjà, on doit s'attendre à une augmentation du prix de la course? Est-ce que les distances à 100 francs, c'est fini désormais? Est-ce que dans les pourparlers que vous menez avec vos collaborateurs des autres syndicats, on s'attend à des scénarios pareils? Bon, ben, j'ai dit s'il y a quelque chose qu'il faut relever. Je vous disais tantôt que le secteur de transport regroupe en son sein 5 fragments. Parce que ne regardez pas l'augmentation ou bien la répercussion au premier degré uniquement sur le taxi. Vous avez ceux qui transportent la marchandise. Vous avez ceux qui transportent le sable. Vous avez ceux qui transportent nos mamans pour amener en arrière-pays, dans les campagnes. Vous avez ceux maintenant qui font dans le transport urbain. Forcément, je vous ai dit, si l'État ne prend pas la mesure au sérieux, forcément, il y aura des répercussions. Lui vous disait déjà, certains ont commencé à demander aux usagers qu'ils ne peuvent plus les porter à 250. Ou ils imposaient eux-mêmes leurs tarifs. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous demandons au régulateur, qui est le ministre en charge du commerce, de voir dans quelle mesure mettre les démembrements des différents services, des services déconcentrés, en mouvement. Parce qu'on a 2 types de personnes à traquer sur le terrain. Le MINET devait traquer tous les marketeurs véreux qui s'arrangent à ne pas approvisionner les stations-service. Ça, c'est un premier fait. Le ministère du Commerce devait engager la course folle vers ceux qui augmentent les prix des denrées alimentaires sans que cela ne bénéficie d'un arrêté d'homologation ou bien de fixation de prix. Donc, on a déjà brusquement, parce que hier, on a annoncé la hausse des produits pétroliers dans les stations-service. Il y a certains malins qui sont déjà cachés derrière cette information, veulent déjà manipuler l'opinion nationale, veulent déjà créer la surenchère, veulent créer la spéculation. C'est à ce titre que quand vous avez dit, vous n'avez pas pu obtenir, Madame la responsable du brigade national de lutte contre la fraude au ministère du Commerce, vraiment nous avons été déjà, parce qu'au thème de la réunion hier, une instruction a été donnée par le ministre du Commerce à Madame le chef de brigade de contrôle, de répression de fraude et de la spéculation. Déjà d'intensifier des contrôles dans les marchés et même dans les stations-service. Maintenant, il y a un deuxième aspect que vous n'avez pas soulevé et c'est très important. Comment faire donc pour lutter contre la spéculation? Nous avons besoin dans les stations-service non seulement la disponibilité de carburant, mais la qualité. Parce que de plus en plus dans les stations-service, on constate plutôt qu'on a les carburants frelatés et les carburants provenant de la contrebande. Les acteurs du transport se plaignent parce que quand c'est le frelatage, ça détruit le moteur, d'accord? Quand c'est provenant de la contrebande, ça contourne la fiscalité. On ne peut pas en même temps promouvoir le retour à l'investissement et en même temps dire qu'il faut que les gens achètent du carburant pour que l'État ait des moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins et en même temps encourager ceux qui font dans le, comment vous appelez ça, dans la fraude pétrolière. Et ils sont connus, c'est des marketeurs bien connus par le gouvernement camerounais. Donc, les acteurs du transport aujourd'hui, jusqu'à hier soir, les 4 membres du gouvernement qui étaient autour de la table les ont rassurés que les mesures et des solutions idoines seront prises de manière à ce que ces hausses n'aient pas seulement de répercussions sur les activités quotidiennes. Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? C'est vrai que, comme disait quelqu'un, nous devons continuer à croire sur notre gouvernement parce que l'économiste disait que c'était inéluctable. C'était inéluctable. C'est-à-dire qu'on le veut ou pas. On est même très content parce que dans les réseaux sociaux, on nous parlait d'une hausse de 1000 francs, de 1200, de 900 tantôt. Et brusquement là, et ça a créé une certaine peur dans la conscience des acteurs. Si désormais le litre de carburant montait à 1200 francs pour le gasoil et 1000 francs ou 900 francs pour le super, comment
et que le panier de la ménagère n'est pas vu à la hausse. Comment doit-on faire face à cette hausse? Donc, jusqu'à hier soir, quand nous séparons à la CSPH, qui est la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, je crois que tous étaient unanimes que le dialogue continue auprès de chaque administration qui était présente à la négociation. Mais il y a lieu de retenir, pour ceux qui nous écoutent, que la réunion hier, c'était une réunion d'information. Ce n'était pas une réunion de négociation. Les membres du gouvernement nous ont appelé que le chef de l'État a instruit, c'est-à-dire c'est une instruction du président de la République, que désormais, voilà ce à quoi nous devons nous attendre. Maintenant, la seule chose que les acteurs de transport attendent, c'est les mesures souples d'accompagnement pouvant empêcher que la répercussion n'impacte sur la vie des paisibles citoyens camerounais. Il y a lieu de s'interroger également sur le SMIC. Vous, syndicalistes, vous négociez par exemple pour une augmentation à 30%, mais là on parle de 41 000 et des poussières. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce n'est pas un plafond de verre pour vous empêcher d'exiger plus? Est-ce qu'avec 41 000, soit le prix d'un sac de riz, quelqu'un va pouvoir vivre? Et quelles sont les garanties pour s'assurer que ce SMIC-là, même s'il est finalement arrêté, sera respecté? Jadis, il y a lieu quand même de s'interroger. On va toujours s'interroger. À l'époque, nous étions à 22 000, je crois on est passé de 22 000 à 28 250. Nous sommes partis de 22 000. Maintenant, nous quittons de 36 000 à 41 000. Madame, il y a lieu quand même de se faire. Il y a une volonté. Malgré que les attentes ne sont pas ce à quoi, parce que nous on attendait aujourd'hui un SMIC à 100 000 francs. Mais le principe n'est pas la fixation de ce SMIC à ce plateau. Le principe que nous attendons, c'est comment contraindre les employeurs à faire appliquer ce SMIC pour que les ouvriers de transport puissent en bénéficier, les mesures souples du président de la République. Parce que je vous ai dit, dans le secteur des motos-taxis, le contrat de travail n'existe pas. Dans le secteur de transport urbain par taxi, non, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle contrat. Encore moins les congés, les allocations familiales, ils ne connaissent pas ça. Donc, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, nous demandons au ministre du Travail et de la Sécurité sociale de voir dans quelle mesure signer un arrêté d'extension pouvant contraindre tous ces gens à le mettre en application. Si cette disposition est mise en application, nous pensons déjà que certains types de travail, jusqu'à votre domestique à la maison, doit en bénéficier. Parce que maintenant, quand vous vous retrouvez dans une différence de travail devant l'inspecteur du travail, la première question qu'on pose à l'employé, c'est qu'il vous paye combien? Et on commence déjà par ce redressement. Et ensemble, nous allons vers là. Maintenant, quand vous voulez établir une carte bleue au transport, on vous demande de présenter le matricule du travail auquel vous employez. Donc, il y a une volonté aujourd'hui prise non seulement par la CNPS, par le ministère du Transport, d'amener tous les ouvriers de transport à s'arrimer à l'immatriculation volontaire, tel que prévu par le Premier ministre, chef du gouvernement en 2012. Parce que c'est un vieux texte qui date. Et ça c'est parce qu'on avait oublié le secteur informel. Donc, ce texte vient aujourd'hui créer cette révolution pour amener aujourd'hui tous les travailleurs qu'après 15 ans de cotisation, ils peuvent bénéficier leurs droits pendant leur période d'invalidité, qu'ils puissent quand même avoir quelque chose pour pouvoir remonter cet espace, cette phase. Showalters, est-ce que le Camerounais aujourd'hui, le petit Camerounais, ne paye pas un peu les fautes de gouvernance de l'État? Et est-ce que, au lieu de cette mesure-là, la hausse des prix à la pompe, on ne pouvait pas, par exemple, prendre d'autres mesures comme, voilà, dans le cadre de l'opération Épervier, il y a des sommes qui ont été réquisitionnées. Est-ce qu'on ne pouvait pas mettre ces sommes-là au service de la dette, par exemple, ou au service de la subvention des denrées de première nécessité? Très bien, vous avez donné une piste d'abord qui peut aider à prendre des voies alternatives. C'est-à-dire que traquer les déteneurs des fonds publics et réduire le train de vie de l'État. Je crois que ce sont ces deux variables-là qui peuvent aider à changer le panier de la ménagère, qui en économie appelé le pouvoir d'achat, qui va être en baisse dans des jours à venir, comme on a augmenté les prix. Et
chaque économie doit être équilibrée. Le principe voudrait que quand les prix augmentent, on augmente les salaires. Mais l'augmentation des salaires légèrement aura un impact qui est... c'est insignificatif. C'est-à-dire que l'impact sera très fort. Mais positivement, c'est très bas. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas. Ce n'est que les agents publics qui ressentent. Pourquoi les agents publics qui ressentent? Parce que 80% des agents publics sont à Yaoundé et à Douala. Et ils consomment 40% du budget. Quand je parle des agents publics, c'est ceux qui sont émargés sur le budget du Cameroun. Il y a d'autres qui sont contractuels, comme agent public contractuel, agent public décisionnel. Vous pouvez être enseignant, on vous nomme dans un ministère, vous êtes agent public. Donc, l'impact là, il y a 5 000 d'autre part, il y a 7 500 de l'autre côté. Le panier de la ménagère peut être vraiment amélioré si le gouvernement prend les choses en main, réduit le train de vie de l'État et traquer les détourneurs de fonds publics et les envoyer à Koningui. C'est ce que le président public est en train de faire. Mais ça, c'est une mesure qui est structurelle. Mais la mesure conjoncturelle, c'est qu'il faut changer l'équipe. Pas quand vous changez l'équipe, vous ramenez la ressource humaine. Vous rafraîchissez le personnel. La question du pouvoir d'achat, comme vous parlez tout à l'heure, là, non, que vous avez parlé de 30%, et le gouvernement a seulement donné moins de 30%. La faute n'est pas le gouvernement. J'explique en tant qu'expert. Nous sommes les agents, j'ai dit que nous avons 3000, autour de 300 agents publics au Cameroun, sur 25 000 habitants. Tout commence en 1994, quand on a dévalué le franc CFA. Le gouvernement était face à deux choix. Soit couper les salaires ou geler le personnel de la fonction publique. On a coupé le salaire en 3. En 2008, après la grève des enseignants, on a augmenté les salaires à 5%. En 2014, lorsque les taximens sortent en route pour greffer, on augmente plutôt les indemnités de logement et d'autres primes. Maintenant, en 2022, on parle de 5 000 et 7 500. On passe toujours à côté parce qu'on est compressé par le FMI. Le jour qu'on va régler le problème avec le FMI, on peut dire, bon, augmentation de salaire même à 40%. Que les gens ne regardent plus ailleurs. Ne comparez pas. Ici, comparaison n'est pas raison. Le Gabon, ils n'ont pas la même carte du président de la fonction publique que le Cameroun. Nous sommes autour de 300 000. Le Gabon a plus de 300 000. La Côte d'Ivoire, même ici à la République centrafricaine, le prix du carburant, c'est à 1000 francs. On n'a pas le même personnel de la fonction publique. Que les gens arrêtent dans les réseaux sociaux de dire que dans tel pays, on paye dans tel pays. C'est un faux débat. Le personnel de la fonction publique tourne autour de 300 000. Si on augmente maintenant peut-être à 10 millions, là on sera à l'aise. Mais avant de faire cela, il faut d'abord qu'on règle le problème avec le FMI. Puisque j'ai un collègue à l'université à Yaoundé 2, le docteur Yves Mbala Tangana, il avait écrit un article sur l'endettement. Il a dit que le Cameroun a ce qu'on appelle l'endettement de jouissance. C'est-à-dire quand on s'endette à l'extérieur, au lieu de s'investir, avoir le bénéfice, payer nos dettes, on prend ça plutôt pour détourner. Et il faut donc arrêter les détourneurs, les envoyer en prison et qu'ils nous remboursent les milliards, même s'ils ont stocké à la maison. On va prendre, on va les sécher et on va rembourser nos dettes. Qu'on ne fait plus au président public. Il faut aussi analyser le pouvoir d'achat qui risque certainement de devenir j'ai tranché cette question, vulnérable. Écoutez, j'ai dit que le pouvoir d'achat... Parce que ça vient de trouver déjà un contexte assez difficile. On a le prix de l'huile qui avoisine les 2000 francs CFA. Le marché est vraiment difficile en ce moment. On appelle ça l'effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, c'est quoi? Quand vous augmentez une variable, ça provoque l'augmentation d'autres variables. C'est-à-dire que quand vous augmentez les prix, l'inflation augmente, le pouvoir d'achat baisse, le coût de vie augmente. C'est un peu ça. Donc c'est logique. On n'a même pas besoin des gens qui viennent là pour expliquer. Lorsque le pouvoir d'achat, vous avez le pouvoir d'achat, c'est le revenu. C'est le revenu divisé par le prix. Revenu divisé par le prix. La quantité, c'est ça qu'on appelle le pouvoir d'achat. Pour que la quantité de poissons augmente, monsieur, chez vous, il faut que tu aies assez de revenus. Et maintenant, quand on n'augmente pas les salaires, tu auras les revenus comment? Donc le pouvoir d'achat va baisser parce qu'on n'a pas augmenté, on a légèrement augmenté les revenus qui est significativement positif pour les agents publics qui sont 300 000. D'autres Camerounais sont plus de 24 millions qui n'auront pas. Donc voilà, donc c'est logique, c'est basique. Le pouvoir d'achat sera en baisse, il n'y a plus rien à faire.
Émile Messi, c'est vrai que l'espace public est également agité ces jours-ci par d'autres affaires et avec cette annonce de la hausse des prix à la pompe, une certaine opinion pense qu'il s'agit simplement d'une diversion, pour ne plus parler, en l'occurrence, de l'affaire Martinez-Zogou. Non, non. Ce serait vraiment... Ce n'est pas prendre comme on est sérieux. Je crois que l'augmentation de prix là est à prendre avec beaucoup de sérieux. Qu'il n'y a aucun rapport entre... Non, non, non. Quand on vous dit qu'il y a une menace réelle de l'inflation, ce n'est pas de la blague. Les problématiques que nous posons ici, les taximans, voilà le président de il y a des choses, il y a des menaces. Je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce que ça étouffe les enquêtes qui ont été instruites de ce côté-là? Est-ce que ça empêche que quoi que ce soit? Non, c'est de la vie de chaque jour. Vous posez le problème des salaires. Vous voyez, moi je vais vous dire que le gouvernement du Cameroun doit avoir une politique de l'augmentation des salaires que d'attendre simplement le jour où on va augmenter le prix à la pompe, qu'on pense avoir comme mesure d'accompagnement 5% ou 5,2%. Bon, moi je regrette que c'est une mesure qu'on a vue aussi en 2008, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de la faim. Vous voyez, c'était toujours une augmentation de prix à la pompe et les taximens ont décidé de ne plus circuler. Les choses ont failli aller dans tous les sens. Le chef de l'État informé a décidé, malgré l'opposition du FMI, il faut le dire, a décidé d'augmenter les salaires des agents publics de 15% et le logement de 20%. Je crois que c'est là où tout est parti. Et aujourd'hui, malheureusement, ça devient comme une culture. Or, il se trouve que les salaires des agents ont été drastiquement réduits vers les années 1994. Et que les experts nous disent aujourd'hui que jusqu'à cette date, ces salaires n'ont même pas été rattrapés. Donc, à mon avis, il faut une politique du gouvernement pour augmenter les salaires des agents publics, de tous les secteurs d'ailleurs. Et pour y faire, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez posé tout à l'heure la question de savoir si l'argent que le TCS prend ne peut pas aider à l'augmentation des salaires. Non. On peut gérer le pouvoir d'achat. Dans les salaires, il y a ce qu'on appelle la soutenabilité. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on augmente les salaires, il faut qu'on soit sûr qu'on va prendre l'argent là de façon permanente quelque part. C'est pour ça que vous verrez que les taxes et des impôts qui sont collectés chaque mois, c'est ça qu'on redistribue. C'est pour ça que le pouvoir des fonctionnaires est réel sur le circuit économique. Or, vous prenez 10 milliards aujourd'hui, vous les injectez dans les salaires. Dès que ça finit, vous allez encore prendre l'argent où? Il n'y a donc pas ce qu'on appelle la soutenabilité budgétaire dans ces conditions-là. Et le problème de fond ici, les économistes me suivent, c'est la question de la production économique. Est-ce que le Cameroun produit suffisamment pour engranger des marges, pour pouvoir augmenter des salaires? C'est ça aujourd'hui la question. Il faut produire. Et vous verrez donc que lorsque vous avez une économie qui est beaucoup plus orientée vers l'extérieur, parce qu'on consomme ce qu'on ne produit pas, et nous produisons ce qu'on ne consomme pas, voilà où nous nous retrouvons. Vous comprenez un peu? Donc on va faire des débats, on va faire ceci. Lorsque le riz est acheté à l'étranger, lorsque le poisson est... Ça veut dire que notre petit pouvoir, notre petits efforts que nous faisons pour avoir un peu de croissance, ça va à l'extérieur. Donc, tout dépendrait donc de notre capacité à produire réellement pour pouvoir avoir une économie forte. Et en ce moment-là, le pouvoir d'achat des Camerounais sera réel. Si c'est avec l'argent des impôts, si c'est avec l'argent de la douane, qui nous permet de subventionner, de payer tout ce que nous payons à l'extérieur là, nous sommes loin de sortir de cette histoire-là. Donc, les salaires, il faut une
politique réelle du gouvernement pour augmenter les salaires et que d'attendre que les 100 francs qu'on ajoute sur le prix du litre de carburant, que c'est ça qu'on va redistribuer aux agents publics, je crois que ce n'est pas suffisant. Showalters, il faut dire que la question des hydrocarbures rejoint étroitement celle de la sécurité, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au niveau des plateformes de la Sonara, il apparaît aujourd'hui urgent non seulement d'adapter ces plateformes-là aux besoins en hydrocarbures du Cameroun, justement, afin qu'on puisse consommer ce qu'on produit. Oui, et je voudrais vous dire que même une usine de transformation du pétrole coûte moins de ce que le gouvernement du Cameroun a subventionné en 2022. Ils ont subventionné à hauteur de 700 milliards. Je crois que c'est même plus... l'usine de transformation même du pétrole n'atteint même pas 100 milliards. Et on a subventionné le gaz à 75 milliards. Or, on n'a pas été bien conseillés. Les décideurs, ceux qui ont décidé de faire ça, n'ont pas été bien conseillés. Parce que si on crée l'usine de transformation du pétrole, on n'en sera pas là. Vous parlez de Sonara. Oui, la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest a beaucoup impacté l'économie du Cameroun. Je crois que le président de la République avait signé un décret pour dire zone économiquement sinistrée parce que Tico, employé, était le deuxième employé de l'État. Aujourd'hui, ils sont en bas, il n'y a plus rien. La Sonara, l'État a prévu investir au moins 300 milliards en 2022 pour booster et réparer l'incendie qui a eu lieu à la Sonara. La faute, c'est que nous avons eu un accident naturel à la Sonara et il y a eu la crise anglophone qui est aussi un accident historique du Cameroun. Ce problème n'est pas à la faute des dirigeants du Cameroun, c'est des problèmes que les dirigeants du Cameroun sont venus rencontrer. Maintenant, c'est la gestion qui fait problématique. Sonara, la question à savoir si Sonara, si l'État revoit son projet là de 300 milliards qu'on va injecter à la Sonara et reconstruire les usines qui ont été détruites. Bon, moi, je ne peux pas vous répondre affirmativement parce qu'il y a le pétrole à Tikou, il y a le pétrole à Fongo-Tongo, il y a le pétrole dans le nord. Mais pourquoi l'État ne peut pas donc avoir une politique d'exploitation du pétrole dans les endroits qui ne sont pas encore exploités, au lieu de focaliser sur une société qui a été prise par un accident naturel. Et vous comprenez que Sonara, ce que Sonara devait nous donner aujourd'hui, Sonara ne peut pas parce que quand vous nommez les gens là-bas, vous n'êtes pas sûr que leur manière de gouvernance, de gestion, peuvent vraiment rentabiliser les caisses de l'État pour que l'État ait les moyens donc de ne plus subventionner. Donc là, ce n'est pas une mesure là-bas. Il faut plutôt exploiter là où il y a le pétrole qu'on n'a pas encore touché. Et justement, je reviens à vous, justement, là, on revient à cette question de gouvernance. Le FMI qui compte décaisser pas moins de 45 milliards de francs CFA pour appuyer la relance économique. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais ça va dépendre du contexte. Parce que nous avons des variables exogènes comme la guerre russo-ukrainienne et Covid-19 qui est passé, c'est des éléments que nous devons intégrer. Je pense pour ma part que le FMI nous a félicité. La croissance du Cameroun, même l'Agence du français de développement a dit que l'Afrique va décoller pour la croissance. La croissance pourra nous gérer nos dettes parce que ça va basculer à 4% en 2023. Ça, c'est mes prévisions. Prenez-moi au mot. La croissance du Cameroun va basculer à 4% en 2024. Et ça va diminuer notre dette. Oui, c'est possible. C'est possible si on maintient les bons personnels. C'est-à-dire que ce que le président public a recruté, qui travaille bien, que le président public recrute de plus en plus, c'est parce que quand on a la même équipe tous les jours, on n'est pas sûr de leur performance. Donc, il faut aussi voir ça, cet aspect-là, c'est très important. Émile Messi. Je voudrais quand même revenir sur la question de la Sonara. Vous voyez, le monde nous parle aujourd'hui des crises que nous vivons en ce moment, qui sont conjoncturelles et tout. 50 ans après la création de la Sonara, vraiment, cette société doit changer de mission. On doit assigner de nouvelles missions à la Sonara pour qu'elle devienne réellement une société de raffinage.
Vous comprenez? Parce que, imaginez-vous, si le pétrole, le super, le gasoil qui augmente là, si ça avait été raffiné par notre Sonara et non acheté au Bénin un peu partout avec une qualité douteuse, nous n'en serions pas là. Donc moi je dis, les politiques publiques devraient se tourner dans le sens où, même si certains disent que notre pétrole brut est plutôt transformé ailleurs, qu'on fasse que nous ayons des structures de raffinage de notre pétrole. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Un État qui est approvisionné dans d'autres pays pour des raisons qu'on ne peut pas toujours expliquer, il y a un problème. Donc, il faut changer de paradigme aujourd'hui, assigner de nouvelles missions à la Sonara pour qu'elle prenne effectivement notre produit fini en main. Jean-Ville Dalji, on va vous concéder le mot de la fin. On voudrait quand même savoir comment évolue la concertation avec vos collègues syndicalistes et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau de la fiche définitive que vous soumettrez aux membres du gouvernement? Merci Jadis. Je voulais d'emblée déjà vous dire que pour ce qui est l'augmentation du salaire, nous ne le ressentons pas. Ça, c'est au niveau de la fonction publique. Voilà. Nous n'aurons pas de répercussions, nous ne l'avons pas ressenti. C'est bien fait de cette augmentation. Mais il y a un élément à relever parce que nous pensons aujourd'hui que si le Cameroun veut faire face à cette augmentation de prix, il y a lieu d'intensifier aujourd'hui le contrôle contre la fraude pétrolière. Ça peut permettre davantage de générer des revenus dans la caisse de l'État. La deuxième chose, c'est d'intensifier la lutte contre le transport clandestin, qui est une gangrène qui pourrit l'économie et qui pourrit le secteur de transport par moto-taxi, par taxi et même par bus et par camion. Et la troisième chose que nous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir que le minier mette à notre disposition un numéro vert capable de dénoncer les marketeurs aujourd'hui qui créent non seulement la spéculation, mais la rareté d'approvisionnement des produits pétroliers dans les stations-service. Parce que la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que malgré l'augmentation, qu'on ressent encore de plus en plus on ressent de plus en plus la rareté des carburants dans les stations-service. Ça va donner l'impression que le président de la République nous a donné, à penser augmenter 100 francs alors qu'il y avait des gens tapés dans l'ombre dans le but de saboter cette initiative du président de la République. Et de plus en plus, les membres du gouvernement nous ont rassurés. Restez sereins, le président de la République pense à vous et il prendra des mesures dans lesquelles pouvant vous faciliter à plusieurs accompagnements tant attendus. Mais il y a un dernier aspect que nous pensons aujourd'hui, que dans le secteur des transports routiers, il faut réduire le nombre de contrôles parce qu'un véhicule qui quitte de Djamena pour le port de Douala doit franchir au moins sensiblement 350 postes de contrôle. Ce qu'il dépense par poste de contrôle, c'est-à-dire et la gendarmerie, et la police, et la douane, et la prévention routière, c'est complètement la moitié de l'amortissement du transport qu'ils subissent au quotidien. Et nous pensons aujourd'hui que la CONAR ne doit pas rester dans ses bureaux. La CONAR doit descendre sur le terrain, traquer ceux qui font dans la fraude douanière. Parce que nos frontières sont devenues poreuses. Tout le monde entre par les frontières. Et aujourd'hui, on ne peut pas en même temps encourager dans les stations le bon carburant et promouvoir le mauvais carburant. Donc, les organisations syndicales sont sereines et restent encore à leur fin dans l'objectif de continuer d'intensifier la sensibilisation, l'éducation et la formation de leurs membres pour qu'ils comprennent le mécanisme de l'augmentation et le mécanisme de la fixation des prix tel que voulu par le directeur de la CSPH. Merci Jean-Ville Dalji, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Ne ratez surtout pas la prochaine, ce sera demain dans les coups de 18h35, toujours sur les antennes de Canal 2 International. Merci de nous avoir suivis sur nos différentes plateformes, que ce soit des médias traditionnels ou numériques. À suivre juste après la pub, ce sera le journal, le 19h50. Merci et bonne soirée.